Constant America produit et fournit une vaste gamme de produits utilisés pour le lavage et l'assainissement dans votre usine. La division alimentaire de Constant America vous propose une formation sur les notions du lavage et de l'assainissement. La compétence visée à la fin de cette formation est de comprendre l'impact du lavage et assainissement sur la qualité des aliments. La formation sera divisée en 4 blocs. Quelques notions du ASEP, quelques notions de microbiologie, le lavage et l'assainissement et les règles de sécurité. Veuillez être attentif et n'hésitez pas à prendre des notes tout au long de la formation car elle sera suivie d'un questionnaire. Ceci a pour but de confirmer que vous avez atteint les objectifs visés par cette formation. Quelques notions du ASEP. La qualité des produits fabriqués fait la renommée de votre entreprise. Au cours de la dernière décennie, plusieurs outils sont venus améliorer les contrôles sur la production des aliments et ainsi garantir la salubrité de ceux-ci. ASEP est l'un de ses principaux outils. ASEP est un acronyme anglais qui signifie Hazard, Analysis, Critical, Control, Point. En français, cela peut se traduire par l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques. Ce concept axé sur la prévention fut élaboré et mis au point au début des années 60 lors des premières missions spatiales. La NASA voulait un programme d'élimination des dangers qui pouvait du même fait garantir la salubrité des aliments consommés par les astronautes dans l'espace. Maintenant reconnues à l'échelle mondiale, les usines de transformation alimentaire bénéficient de plusieurs avantages du concept ASEP, parmi lesquels favoriser le commerce international, diminuer le gaspillage de produits, offrir une garantie universelle. ASEP est un système axé sur la prévention. Il s'adapte facilement à tous les types de transformation. Ce concept nous permet de diminuer et de prévenir les risques qu'un danger engendre des dommages aux consommateurs. Selon leurs origines, les dangers sont divisés en 3 catégories: biologiques, physiques, chimiques. Le premier danger est d'ordre biologique. Une plaie ouverte, une maladie virale ou la présence de certaines bactéries telles que la salmonelle et la listeria en contact avec l'aliment peuvent entraîner chez le consommateur des infections ou intoxications alimentaires. Le risque de contamination biologique est causé de manière générale par des micro-organismes et leurs toxines dites pathogènes, donc ayant la capacité de provoquer des maladies et dans certains cas, la mort. Le second danger est d'ordre physique. La présence d'un morceau de verre, de métal ou de plastique dans l'aliment risque d'entraîner chez le consommateur une contamination dite physique. Les conséquences peuvent être des coupures, des dysfonctionnements du système digestif ou respiratoire et même la mort. Le troisième danger est d'ordre chimique. Un produit de nettoyage mal rincé, des produits de maintenance non approuvés, une concentration d'assainisseurs trop élevée ou la présence d'allergènes tels que les arachides peuvent entraîner chez le consommateur une contamination dite chimique. Les conséquences peuvent être des empoisonnements ou des réactions allergiques graves et même la mort. Plus de 95% des dangers reliés à la consommation d'aliments sont d'origine biologique. Quelques notions de microbiologie. Étant donné que 95% des dangers reliés à la consommation d'aliments sont d'origine biologique, entrons dans l'infiniment petit. Un micro-organisme est un organisme microscopique vivant. Pour pouvoir l'observer, nous devons utiliser un microscope et le grossir 1000 fois. À titre d'exemple, une mouche grossie autant de fois mesurerait plus de 9 mètres. Les bactéries, les levures, les moisissures et les virus sont les principaux micro-organismes responsables des contaminations alimentaires. Les virus. Les virus sont les plus petits micro-organismes vivants et contrairement aux autres, ils ont obligatoirement besoin d'un autre pour se reproduire. Tous les virus sont pathogènes, donc ils peuvent provoquer des maladies et dans certains cas, la mort. Les bactéries. Les bactéries sont 1000 fois plus grosses que le virus. Elles peuvent être utiles dans certains cas, tels la fabrication de certains produits de la boulangerie, de produits laitiers fermentés tels que le fromage, le yogourt et la crème sûre. D'autres bactéries peuvent être nuisibles car elles sont responsables d'une multitude de dégradations de l'aliment, comme le limonage des viandes, le lait suri, le ramollissement des fruits et légumes, ainsi que l'apparition des mauvaises odeurs. Certaines bactéries peuvent être pathogènes. Les levures. Les levures sont généralement plus grosses que la majorité des bactéries. Les levures peuvent être utiles ou nuisibles. Les utiles sont utilisés pour les fermentations industrielles, comme la fabrication de la bière, du pain et du yogourt. Les nuisibles vont nuire à la qualité des aliments en les altérant. Les moisissures.
Les moisissures sont les plus grosses des 4 micro-organismes. Leur facilité d'adaptation leur permet de se reproduire rapidement. Elles peuvent être utiles pour la fabrication de fromage, ainsi que certaines viandes, et nuisibles car elles altèrent la qualité des aliments et peuvent nuire à la santé des consommateurs. Environ 99% des dangers biologiques sont dus aux bactéries. Les bactéries, comme tout être vivant, doivent se reproduire. Certaines le font lentement, d'autres par contre le font à une vitesse fulgurante. Le processus de multiplication, appelé fission binaire transverse, permet à la bactérie de se scinder en deux toutes les 15 minutes. Par exemple, si nous avons 10 bactéries au départ, après 15 minutes, nous aurons 20 bactéries. Après 30 minutes, nous aurons 40 bactéries. Après 45 minutes, nous aurons 80 bactéries. Et après 1 heure, nous aurons 160 bactéries. Afin de se reproduire à cette vitesse, les bactéries ont besoin de milieux qui favorisent leur croissance. Bien que les micro-organismes n'aient pas les mêmes besoins pour se reproduire, il est important de savoir que nous retrouvons 6 facteurs qui influencent la qualité et la vitesse de reproduction des micro-organismes. Humidité, oxygène, température, protéines, acidité, temps. Voyons-les un à un. Humidité. Les micro-organismes, tout comme les humains et les aliments, sont constitués en majeure partie d'eau. Cependant, cette eau doit être disponible pour que les micro-organismes puissent utiliser. La quantité d'eau libre présente dans les aliments ou contenue dans l'air ambiant influencera donc la croissance des micro-organismes. Une eau stagnante dans un bac ou sur une table, par exemple, est donc un milieu parfait pour leur croissance. Oxygène. Les micro-organismes sont classés selon leurs besoins en oxygène. Voici les 3 groupes. Aérobie stricte. Ils ont un besoin absolu d'oxygène. Anaérobie stricte. Ils doivent être privés d'oxygène. Aérobie facultatif. Ils peuvent se développer avec ou sans oxygène. Nous retrouvons la majorité des bactéries pathogènes dans ce dernier groupe. Température. La plupart des micro-organismes préfèrent des températures se situant entre 4 et 60 degrés Celsius. C'est pour cette raison que cette zone est considérée comme une zone de danger. Protéines. Bien qu'ils n'aient pas tous les mêmes besoins, les micro-organismes ont besoin de nutriments. Plus l'aliment contient de protéines, plus il y a un risque qu'il soit attaqué par des micro-organismes. Acidité. La mesure de l'acidité est possible avec le pH. Le pH est représenté par une échelle de 1 à 14. Entre 1 et 7, nous retrouvons les acides tels que le vinaigre. Entre 7 et 14, nous retrouvons les alcalins ou les bases tels que le lait. 7 est neutre tel que l'eau. La plupart des bactéries préfèrent un pH relativement neutre, soit de 6,5 à 7,5. Cependant, il y a certaines bactéries qui parviennent à se multiplier dans un milieu dont le pH varie entre de 4,5 et 9. La majorité des aliments que l'on retrouve sur le marché se situent dans ce créneau. Temps. Comme nous avons dit auparavant, le temps joue un rôle très important dans la reproduction des micro-organismes. Plus le temps s'écoule, plus les micro-organismes peuvent se multiplier. Nous venons de voir les 6 facteurs de croissance des micro-organismes. Plus il y a de facteurs de croissance disponibles pour les micro-organismes, plus le risque de contamination est grand. Nous savons maintenant que les outils tels que le HACCP nous aident à gérer les risques qu'un danger survienne. Nous savons aussi que 95% des dangers sont d'origine biologique et de ces 95%, 99% sont d'origine bactérienne. Nous avons vu comment elles se reproduisent ainsi que les facteurs qui leur permettent de le faire. Maintenant, quels sont les moyens de contrôle des risques de contamination? Le lavage et l'assainissement. Plusieurs moyens de contrôle sont mis en place afin de diminuer le plus possible les risques de contamination par les micro-organismes. 3 de ces moyens de contrôle nous permettent entre autres de ralentir le processus de reproduction ou de diminuer le nombre de micro-organismes. Voici 3 moyens de contrôle qui nous permettent de ralentir le processus de reproduction ou de diminuer leur nombre. Le traitement par le froid, le traitement par le chaud, le lavage et l'assainissement. Le traitement par le froid. Comme nous avons discuté dans le bloc précédent, la reproduction des micro-organismes est soit ralentie ou arrêtée par le froid. Le traitement par le chaud.
Un traitement par le chaud, par exemple la cuisson entre 65 et 75 degrés Celsius, détruit les micro-organismes présents dans les aliments. Le lavage et l'assainissement. Le lavage et l'assainissement amènent à un niveau acceptable le nombre de micro-organismes. Le lavage et l'assainissement sont un bon moyen de contrôle, mais pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient bien faits. C'est ce que nous allons tenter d'établir au cours de ce bloc. Commençons par la première étape, le lavage. Le lavage ou le nettoyage, c'est le procédé qui nous permet de décoller et de mettre en solution les dépôts organiques ou inorganiques présents sur les surfaces. Afin d'effectuer un nettoyage efficace, plusieurs facteurs doivent être considérés avant de déterminer le type de nettoyage ainsi que les produits à utiliser. Parmi ces facteurs, nous retrouvons entre autres le type de souillure, le type de matériau et la conception ou le type d'équipement. Le type de souillure. Nous classons les souillures en deux catégories, soit organiques ou inorganiques. On parle de souillure organique lorsque celle-ci est d'origine animale comme le gras, le sang et la protéine ou végétale comme les fruits et légumes. De leur côté, les souillures inorganiques sont des dépôts de minéraux comme le calcaire, la rouille, le fer et les sels minéraux. Le type de matériaux. Nous retrouvons plusieurs matériaux dans les usines de transformation comme l'acier inoxydable, le plastique, l'aluminium, le cuivre, l'acier galvanisé, le ciment et le caoutchouc. Chacun de ces matériaux a ses avantages et ses désavantages. Deux points sont considérables lors du nettoyage. La porosité du matériau ainsi que sa sensibilité à l'oxydation. Un matériau poreux sera plus difficile à nettoyer car il absorbe les souillures. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer le plastique, le caoutchouc et le ciment. Un matériau sensible à l'oxydation risque d'être corrodé par des acides ou des alcalins forts. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer l'aluminium et l'acier galvanisé. Un matériau non poreux ainsi qu'une grande résistance à l'oxydation rend le nettoyage plus facile et efficace. L'acier inoxydable est reconnu pour sa résistance et sa facilité à être nettoyé. Malgré qu'il ne soit pas inaltérable, il reste néanmoins le matériau idéal dans les usines de transformation alimentaire, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de son entretien et de son nettoyage. Le type d'équipement. S'agit-il d'un équipement électronique ou délicat? Faut-il effectuer un démontage? L'équipement est-il grand, petit, vertical? Vous comprendrez que nous n'utilisons pas les mêmes procédures pour tous les équipements. Voici les questions qu'il faut se poser avant de débuter le nettoyage. Voyons pourquoi. S'agit-il d'un équipement électronique ou délicat? Un équipement électronique, tel une balance, sera nettoyé manuellement à l'aide d'un vaporisateur et d'un linge propre. Un contact avec un jet d'eau, même à basse pression, peut lui être fatal. Une fois nettoyé, il est préférable de le sortir du secteur à nettoyer ou du moins de le recouvrir d'une pellicule de plastique. Faut-il effectuer un démontage? Il est important d'effectuer un démontage requis et ce lors de chaque nettoyage. Un équipement avec des pièces mobiles peut cacher plusieurs joints et vis où les résidus et les micro-organismes peuvent se loger. Le démontage vous permet d'accéder à ces points inaccessibles ou difficiles d'accès. L'équipement est-il petit, grand, vertical? Plus l'équipement est grand, plus il faut faire attention lors de l'application des produits afin qu'il n'ait pas le temps de dessécher sur les surfaces. Si la surface est trop grande, nous vous suggérons d'appliquer les produits par section. Un petit équipement demandera des attentions particulières, étant donné qu'il risque d'avoir des endroits difficiles d'accès, créant ainsi des points morts. Une surface verticale demande aussi une attention lors de l'application des produits, car les produits auront tendance à descendre avant d'agir complètement. L'accès peut également être limité par des structures, telles des tuyauteries sur un mur. Une fois que vous avez identifié ces 3 points, le type de souillure, le type de matériau et le type d'équipement, vous serez plus en mesure de choisir le produit à utiliser parmi les différentes gammes de produits. Les acides, les alcalins, les dégraissants neutres, les oxydants et les enzymes. Commençons par une comparaison des deux premiers, les acides versus les alcalins. Les acides sont utiles pour éliminer les souillures de nature inorganique ou sec. Les alcalins forment la majorité des savons. Ils agissent à titre de dégraisseurs. Ils sont utiles pour éliminer les souillures de nature organique. Comme nous avons expliqué dans le deuxième bloc, le pH nous permet de distinguer les acides des alcalins.
Revoyons l'échelle de pH. Le pH est représenté par une échelle de 1 à 14. Entre 1 et 7, nous retrouvons les acides. Entre 7 et 14, nous retrouvons les alcalins ou les bases. 7 est neutre. Le magnécide, l'acide BLAS, l'acide Shine et l'acide CIP sont des exemples de produits acides offerts par Constant America. Ces produits seront efficaces pour les dépôts ferreux, le calcaire ainsi que la rouille. N'oubliez pas que l'aluminium et l'acier galvanisé sont sensibles à ces produits, ce qui pourrait provoquer une altération prématurée ou une oxydation de l'équipement. Le Gensol P et le Fomalk sont des produits alcalins offerts par Constant America. Ces produits sont efficaces contre les souillures organiques telles le gras, le sang et les protéines. L'addition de chlore au procédé de nettoyage aide à la solubilisation des protéines par l'oxydation des matières organiques et peut même réduire le temps de lavage. Il existe aussi des produits tels que le Disifoam qui contient déjà du chlore. Ces produits sont des alcalins chlorés. Les dégraissants neutres. Les dégraissants neutres, tout comme les alcalins, sont efficaces contre les souillures organiques. L'avantage de ces produits est leur pH neutre qui les rend sécuritaires pour les travailleurs et les matériaux. Ils sont particulièrement recommandés pour le nettoyage de l'aluminium ainsi que l'acier galvanisé. Les oxydants. On a souvent recours aux oxydants pour l'assainissement car ils ont une action rapide sur les bactéries, mais aussi pour leur action de blanchiment des surfaces jaunies. Parmi les plus utilisés, on retrouve le chlore, l'acide pyracétique tel l'oxysant et le peroxyde d'hydrogène. Les enzymes. Ce sont des composantes biologiques qui vont dégrader les dépôts afin de les solubiliser dans l'eau. Elles sont sans danger pour les travailleurs et les matériaux. Une fois que vous avez trouvé le produit idéal pour nettoyer votre équipement, vous devez savoir tirer le maximum de l'efficacité de votre produit. Pour ce faire, vous devez respecter les 4 facteurs importants: la température d'utilisation, la concentration, le temps de contact, l'action mécanique. La température d'utilisation. Selon les produits, ils peuvent être activés à l'eau chaude ou à l'eau froide. Pour la majorité des dégraissants, vous obtiendrez leur rendement optimal à des températures entre 50 et 72 degrés Celsius ou 120 et 160 degrés Fahrenheit. Vous pouvez consulter la fiche technique du produit pour connaître sa température d'utilisation. La concentration. Chaque produit utilisé dans les usines alimentaires doit être approuvé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les produits sont approuvés à des concentrations précises. Afin d'être conforme, vous devez respecter les concentrations prescrites sur les étiquettes. À partir de ces étiquettes, nos représentants ont établi avec les responsables de votre entreprise les concentrations que vous avez besoin selon l'aménagement des locaux et les souillures. Une concentration plus élevée que celle recommandée peut nuire à votre santé ou causer des dommages irréversibles aux surfaces. Le temps de contact. Le temps de contact est le temps que le produit doit être en contact avec la surface afin d'obtenir son rendement optimal. L'application d'un produit sous forme de mousse aidera à son adhérence. Vous devez vous assurer qu'en aucun cas le produit sèche sur les surfaces. Afin d'assurer un meilleur temps de contact, nous vous conseillons d'appliquer la mousse de bas en haut. L'action mécanique. L'action mécanique est l'outil qui nous aide à décoller les dépôts des surfaces. L'action peut être produite sous différentes formes. Parmi eux, nous avons le nettoyage à haute pression, le nettoyage en place ou l'action manuelle. Contrairement aux deux autres, l'action mécanique manuelle fait appel à la force humaine. À l'aide de nombreux outils tels des brosses en nylon, des tampons à récurer, des racloirs, des seaux et des bacs de trempage et la force humaine, vous pourrez décoller les résidus. Elle s'exerce habituellement sur des petits équipements ou les pièces démontées. Il est important de respecter ces 4 critères afin d'obtenir le rendement optimal de votre produit. Vous trouverez ces critères spécifiques à chaque produit sur les fiches techniques. Maintenant, voyons la deuxième partie, l'assainissement. L'assainissement est un procédé qui permet de réduire à un niveau acceptable le nombre de micro-organismes. Ceci a pour but de protéger la santé du consommateur tout en diminuant les risques de détérioration des aliments par un compte trop élevé de micro-organismes.
Il est important de comprendre que, contrairement à la stérilisation, l'assainissement ne détruit pas tous les micro-organismes, il amène leur nombre à un niveau acceptable pour le consommateur. Tout comme les produits de nettoyage, pour obtenir le rendement optimal du produit assainissant, vous devez respecter certains critères. Absence de souillure sur les surfaces, concentration recommandée, temps d'exposition, alternance des produits assainissants. Absence des souillures sur les surfaces. Les souillures, particulièrement celles d'origine organique, vont inhiber l'effet des produits assainissants. Concentration recommandée. Les produits assainissants peuvent être utilisés sans rinçage, à condition de respecter les concentrations recommandées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Selon le produit assainissant, elle peut varier. Par exemple, l'acéquaténaire sera utilisé à 200 ppm, partie par million, tandis que le saniode sera permis jusqu'à 25 ppm. Une contamination chimique pourrait être causée si cette règle n'est pas respectée. Nous pouvons vérifier notre concentration à l'aide des trousses d'analyse. Si l'assainissement a été effectué à une concentration trop élevée, un rinçage s'impose. Temps d'exposition. Si vous l'utilisez à la concentration permise, le produit assainissant ne sera pas rincé. Par contre, vous devez vous assurer que toutes les surfaces soient humectées pendant un minimum de 60 secondes. Alternance des produits assainissants. Une alternance en deux produits assainissants est nécessaire afin d'éviter que les micro-organismes développent une résistance aux produits. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le nettoyage et d'assainissement, regardons une procédure générale de lavage et assainissement. Lors des opérations de lavage et d'assainissement, vous devez respecter les règles d'hygiène et de salubrité de votre entreprise. 1. Isolement du secteur. Sortir tous les produits alimentaires ou d'emballage de la section à nettoyer. Si cela n'est pas possible, il est important de les protéger à l'aide d'une pellicule de plastique. Cette étape a pour but de ne pas contaminer les produits alimentaires ainsi que les matériaux d'emballage par des éclaboussures ou des vapeurs d'eau. 2. Ramassage à sec. À l'aide d'une pelle ou d'un racleur propre, ramassez tous les gros débris sur les équipements et sur le sol. Cette étape facilite les étapes suivantes en évitant les éclaboussures et des souillures au contact du jet d'eau. 3. Couvrir les boîtes électriques et couper le courant. Couvrir les moteurs, les prises électriques ou tous les équipements qui ne doivent pas prendre l'eau tels que les balances électroniques et les panneaux de contrôle à l'aide d'une pellicule de plastique. Cette étape a pour but de protéger les équipements. 4. Pré-rinçage. Pré-rincer à basse ou haute pression tous les équipements et infrastructures du local. La température de l'eau devrait être idéalement entre 50 et 72 degrés Celsius ou 120 et 160 degrés Fahrenheit. Cette étape a pour but d'éliminer les résidus à grande eau et faciliter les étapes suivantes. 5. Dégraissage. Appliquer les produits dégraissants. Ils peuvent être appliqués de différentes façons. L'application sous forme de mousse demeure la plus courante. Lors de son application, la mousse ne doit être ni trop liquide ni trop sec afin d'obtenir un temps de contact qui est en moyenne de 10 à 20 minutes. Ne jamais laisser sécher la mousse. L'étape du dégraissage a pour but d'enlever les dépôts organiques. 6. Frottage ou brossage. À l'aide d'un tampon à récurer ou d'une brosse prévue à cet effet, frottez manuellement les surfaces à nettoyer. Cette action mécanique manuelle a pour but de déloger les souillures plus persistantes. 7. Rinçage. À haute ou basse pression, rincez toutes les surfaces. La température de l'eau devrait être idéalement entre 50 et 72 degrés Celsius ou 120 et 160 degrés Fahrenheit. Cette étape a pour but d'éliminer toute trace de produits alcalins. 8. Inspection visuelle. L'inspection vise à s'assurer qu'il ne reste aucune trace de résidus de produits alcalins ou alimentaires, ce qui aurait pour effet de contrecarrer l'efficacité de l'assainisseur. 9. Essuyer la condensation. Avant de passer à l'étape suivante, il est primordial d'essuyer à l'aide d'un racloir et une éponge prévue à cet effet la condensation que les vapeurs d'eau ont pu causer. Cette étape a pour but de s'assurer que ces gouttelettes d'eau ne contaminent pas les surfaces après l'assainissement. Avant de passer à la dernière étape, assurez-vous de sortir tous les produits et tous les équipements qui ont servi au nettoyage.
les tampons à récurer, les seaux et les produits pourraient être la cause d'une contamination croisée. 10. Assainissement. Assainir avec précaution toutes les surfaces avec le produit de la semaine. Cette étape permet d'amener à un niveau acceptable le nombre de micro-organismes. Assurez-vous de ne pas dépasser la concentration permise par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Si la concentration dépasse les limites permises, un nouveau rinçage s'impose. Afin de préserver l'efficacité de la procédure de nettoyage et d'assainissement, n'oubliez pas que vous ne devez jamais utiliser un outil ou des équipements non assainis pour travailler dans un secteur assaini. Tout déplacement d'un secteur non assaini à un secteur assaini risque de causer une contamination croisée. Vos bottes, vos gants, votre sarrau, ainsi que vos outils pourraient être la cause de cette contamination. La procédure de nettoyage et d'assainissement que nous venons de voir est générale. Vérifiez dans le manuel de votre entreprise pour les spécifications de certains équipements. Les règles de sécurité. Tous les produits utilisés lors du lavage et de l'assainissement sont des matières dangereuses. Comment une matière est-elle classée dangereuse? Une matière est classée dangereuse lorsqu'elle constitue un danger pour la santé ou l'intégrité physique d'un travailleur de par ses propriétés physico-chimiques ou biologiques. La majorité des produits utilisés pour le lavage et l'assainissement font partie des deux catégories suivantes, les matières corrosives et les matières ayant d'autres effets. Les matières corrosives. Elles sont représentées par une tige de métal et une main qui réagissent au contact d'un produit. Cela indique que le produit peut corroder les surfaces métalliques ou provoquer des brûlures à la peau. Les risques reliés à ces matières sont des brûlures sévères de la peau, des yeux et des voies respiratoires. Les mesures de prévention sont garder les contenants clos, éviter tout contact avec les yeux et la peau, ne pas inhaler et porter les équipements de protection requis. À titre d'exemple, le Gensol, le Fomacle, le Manucide, la séquaténaire et le Chlorobleach font partie de cette catégorie. Les matières ayant d'autres effets. Elles sont représentées par un T pointé qui indique que les effets sur la santé apparaissent après un certain délai à la suite d'une ou plusieurs expositions. Les risques reliés à ces matières sont des malformations congénitales, des cancers, des sensibilisations des voies respiratoires ou des irritations de la peau et des yeux. Mesures de prévention sont manipuler avec précaution, éviter tout contact avec la peau et les yeux, ne pas inhaler, porter les équipements de protection requis. À titre d'exemple, le Saniode, le Désirance et le Biofoam sont de cette catégorie car ils peuvent causer des irritations de la peau. Pour en savoir plus sur ces deux catégories ou sur les autres catégories auxquelles les matières peuvent appartenir, vous pouvez consulter les documents sur la loi qui régissent ces matières telles que le CIMDUT au Canada et l'OSHA aux États-Unis. Pour vous causer des dommages, les produits doivent accéder à votre organisme par l'une des 4 voies d'absorption. Inhalation, par les voies respiratoires, nez, poumons, bronches. Ingestion, par les voies digestives, bouche, estomac, intestin, etc. Cutanée, par la peau. Oculaire, par les yeux. Afin de prévenir les risques reliés aux matières dangereuses, des outils sont prévus afin de faciliter la communication des informations. Les étiquettes, les fiches signalétiques. Les étiquettes. 2 types d'étiquettes distinctes doivent être utilisées. L'étiquette du fournisseur et l'étiquette de l'employeur. L'étiquette du fournisseur. Fournie par le fournisseur sur chacun des produits, elle est la première source d'information pour les employeurs et les travailleurs. Elle leur permet d'identifier le produit, de connaître les dangers possibles pour la santé et la sécurité, de prendre les précautions nécessaires. Sa bordure hachurée obligatoire sert d'alarme pour rappeler aux travailleurs qu'il s'agit d'un produit dangereux. L'étiquette de l'employeur. Élaborée ou fournie par l'employeur, elle permet d'identifier les matières dangereuses sur le lieu de travail. Elle doit être utilisée lorsque un produit contrôlé est fabriqué sur le lieu du travail et sera utilisé strictement sur ce lieu de travail. Un produit contrôlé est transféré du contenant du fournisseur dans un autre contenant sur le lieu du travail. L'étiquette du fournisseur est absente ou illisible. La fiche signalétique.
La fiche signalétique est un document technique qui fournit les principaux renseignements concernant le produit. Il y a une fiche pour chaque produit. Assurez-vous d'avoir la fiche qui correspond à votre produit. Un chiffre ou une lettre peut faire une différence, par exemple Fomalt 5 et Gensol P. Elle doit être disponible en français et en anglais, être révisée tous les 3 ans, ainsi qu'être rapidement et facilement accessible aux employés. Il est important de manipuler avec précaution tous les produits. Voici quelques exemples de précautions à prendre. Lire les étiquettes et les fiches signalétiques avant d'utiliser le produit. Étiqueter tous les contenants tels que les vaporisateurs et les seaux. Connaître le pH des produits utilisés. Éviter tout contact entre les alcalins et les acides. Faire uniquement les mélanges autorisés. Rincer les équipements tels que les seaux et les brosses après les avoir utilisés. Mélanger le produit à l'eau et non par le contraire. Respecter les concentrations prescrites. Porter les équipements de protection requis. Les produits, utilisés correctement, donneront un bon rendement et éviteront beaucoup d'accidents. Pour en savoir plus, consultez votre superviseur ou l'un des représentants de Constant America. En conclusion, plusieurs outils sont mis en place afin de vous aider à effectuer un travail efficace et sécuritaire. Consultez le programme d'assainissement de votre entreprise afin de connaître les procédures en place et ainsi éliminer tous les types de dangers lors du lavage et d'assainissement. Pour votre sécurité, il est important de repérer dans votre entreprise les fiches signalétiques, les équipements de protection ainsi que les équipements de premiers soins tels que les douches pour les yeux. N'oubliez pas de respecter les étiquettes et pensez en tout temps à votre protection ainsi qu'à celle de vos collègues. Soyez vigilants lors de l'utilisation des produits et n'oubliez pas un accident est vite arrivé. Constant America vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette formation. Nous espérons que la formation a su répondre à vos attentes. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. C'est maintenant le moment de répondre au questionnaire. Bonne chance!